Bienvenue dans Urbanité verte, le podcast qui explore la ville de demain. Bienvenue dans Urbanité verte. Aujourd'hui, on aborde un sujet technique qui concerne l'avenir du bâtiment, le fameux rapport Rivaton sur la RE 2020. Oui, en effet, la réglementation environnementale RE 2020, qui est au cœur de toutes les discussions dans le secteur aujourd'hui. Exactement. Pour situer le contexte, ce rapport a été commandé par le gouvernement à l'été 2025, soit 3 ans après la mise en place de la RE 2020. Son objectif était clair, vérifier si les seuils prévus pour 2025, 2028 et même 2031 étaient réalistes et tenables. Tenables sans bloquer la construction, sans rendre le logement inaccessible, et en identifiant là où ça coince sur le plan technique comme sur le plan économique. Cette mission a été confiée à Robin Rivaton. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui à la fois le rapport officiel, mais aussi les retours de la concertation qui a suivi, un peu comme une contre-analyse. Tout à fait, et c'est ce dialogue qu'on va explorer ensemble. Première question. Qu'est-ce qu'il dit sur les grands chiffres, ce rapport ? Et ce rapport, il frappe fort. Il met sur la table un surcoût d'investissement estimé à plus de 11% entre 2022 et 2031, à cause de la RE 2020. 11%, c'est loin d'être anodin. Le rapport nuance quand même. Il explique qu'avec le temps, l'effet d'apprentissage pourrait compenser ce surcoût. Mais à court terme, l'impact se fait surtout sentir sur le nombre de logements produits. Oui, et les chiffres font froid dans le dos. On parle d'un déficit potentiel compris entre 118 000 et 342 000 logements d'ici 2035. Même dans la fourchette basse, c'est énorme. Et en face, il y a bien sûr le bénéfice carbone. Le rapport chiffre à 7,9 millions de tonnes de CO2 les émissions évitées d'ici 2031. Ça représente environ 1,2% de l'empreinte carbone nationale. 1,2%, ça peut sembler modeste, mais chaque point compte, surtout dans la trajectoire française de neutralité carbone. Oui, mais là encore, le rapport met un bémol. Il estime que ce chiffre pourrait en réalité être 15 à 25% plus bas. Pourquoi une telle différence ? Une telle différence pourrait provenir de la méthode, à cause des méthodes de calcul et de l'utilisation massive des données environnementales par défaut, les fameuses DED de la base INES. Ce sont des valeurs volontairement majorées, un peu pénalisantes par précaution. Et la base, elle-même est critiquée. Elle doit être enrichie, complétée, mise à jour. Le passage à la norme A2, plus précisément EN 15804 plus A2 pour les FDES et les PEP, change aussi les calculs et ça accentue le problème. Et d'autres points faibles sont soulignés ? Oui, le rapport s'inquiète du risque de sacrifier la qualité d'usage, confort, espace vital, balcon, pour atteindre les seuils carbone à tout prix. Et il juge aussi la stratégie pour le confort d'été trop limitée face à un réchauffement climatique qui s'accélère. Face à ce constat un peu mitigé, le rapport formule 23 recommandations. On ne va pas toutes les détailler, mais concentrons-nous sur celles qui ont le plus fait réagir lors de la concertation. Oui, ça me paraît bien. Commençons par la fiabilité des données. Que propose la recommandation numéro 1 ? La recommandation numéro 1, elle suggère d'augmenter le seuil carbone de 40 kg de CO2 par mètre carré dès 2022, pour compenser l'effet du passage à la norme A2 qui rend les bilans mécaniquement moins bons. Et la concertation, elle en dit quoi ? La concertation, elle comprend la logique technique, mais elle alerte. Attention à ne pas affaiblir l'ambition initiale. Ce seuil de 40 kg est jugé trop élevé par beaucoup et il devait être que temporaire. L'idée, c'est surtout d'améliorer la base de données, pas de baisser la barre. Et qu'en est-il des recommandations 2 et 3 ? La 2 et la 3 demandent un financement massif pour créer de nouvelles FDES et PEP, notamment pour les équipements, et recalculer les données par défaut afin qu'elles soient plus proches de la réalité. Et là, tout le monde est d'accord. Aujourd'hui, le financement est très insuffisant. Aujourd'hui, le soutien public est jugé 2 ordres de grandeur trop faible. Si rien n'est fait, la base restera incomplète et injuste, et on continuera à s'appuyer sur les valeurs par défaut. Passons maintenant au confort d'été. La recommandation numéro 14 a fait beaucoup de bruit. Libérer la possibilité de climatiser, notamment. Ah oui, là ça a fait réagir. L'idée est de moins pénaliser la climatisation dans les calculs, mais la critique est immédiate. Ça risque de banaliser la clim active, alors qu'il faudrait au contraire pousser les solutions passives, comme l'isolation, les protections solaires et la ventilation naturelle. Donc si on assouplit la climatisation, il faudrait en contrepartie des exigences beaucoup plus fortes sur le passif. Exactement. Et le rapport propose aussi de revoir l'indicateur de confort d'été, jugé trop déconnecté du ressenti réel. Les scénarios météo utilisés ne sont plus à jour et l'évolution des usages, comme le télétravail, n'est pas intégrée. Là-dessus, la concertation est plutôt d'accord. Un autre point qui a fait débat, c'est la création d'un indicateur carbone global. Oui, la recommandation 8 propose de regrouper IC Construction et IC Énergie dans un seul indicateur. Mais là, la concertation est très critique. Ça risquerait de diluer l'effort sur les matériaux.
Comme l'énergie est de plus en plus décarbonée, certains pourraient compenser des matériaux très carbonés avec de l'électricité propre. Les acteurs demandent donc, si un IC global est créé, d'imposer des planchers séparés pour éviter les effets d'aubaine. Autre sujet sensible, l'équilibre qualité versus carbone. La recommandation 16 prévoit un bonus carbone pour les logements jugés plus qualitatifs. Plafond plus haut, balcon, etc. L'intention est bonne, ne pas pénaliser la qualité. Mais la concertation alerte sur le risque d'un permis de polluer déguisé. En clair, on ne doit pas justifier des surcoûts carbone sans preuve solide de vrais gains qualitatifs. Et sur la rénovation? Pour la rénovation, la réglementation 20 suggère de ne pas imposer la rénovation si son point carbone est supérieur à celui du neuf. Ça va de soi. Là encore, la concertation alerte. Attention, le carbone n'est pas le seul critère. La rénovation a d'autres bénéfices. Limiter l'artificialisation, préserver le patrimoine et revitaliser les quartiers. La question ne peut pas se résumer à une simple comparaison carbone. Il y a eu aussi un débat sur les modulations de 2024. Oui, la recommandation numéro 15 voulait les pérenniser, notamment sur les VRD et infrastructures. Mais la concertation dit danger. Ça créerait un angle mort et regarderait l'innovation dans un secteur qui pèse lourd dans le bilan carbone. L'idée serait plutôt d'accompagner la filière vers des solutions décarbonées et non pas de prolonger indéfiniment les modulations. Intéressant. Et côté simplification, il y a aussi la question des extensions et surélévations. Oui, c'est la recommandation numéro 18. Elle veut exonérer celles de moins de 30% de surface. Mais la concertation alerte encore une fois, ce serait une brèche énorme qui encouragerait à saucissonner les projets pour échapper au seuil. Même critique pour l'idée d'alléger les exigences sur les immeubles de grande hauteur ou sur le tertiaire spécifique. Ce serait figer des pans entiers du bâtiment hors de la dynamique de décarbonation. Et sur le moteur de calcul? Pour le moteur de calcul, c'est la recommandation numéro 9. Elle propose une refonte du moteur THBCE 2020 en profondeur. Là-dessus, consensus total, il faut un audit indépendant, ouvert, qui intègre enfin les scénarios climatiques futurs et surtout revoir les scénarios météo et d'occupation. Par exemple en intégrant la TRACC, la TRAC ou le télétravail. Enfin, les recommandations 22 et 23 portent sur le long terme. Oui, elle propose d'instaurer des clauses de revoyure régulières et de maintenir une stabilité du cadre jusqu'en 2035. Tout le monde y voit du bon sens, parce que ça donne de la visibilité. Mais la concertation insiste, il faut rester ouvert à de nouveaux enjeux, comme la biodiversité ou l'économie circulaire. La RE 2020 ne doit pas devenir un carcan. Alors, si on résume, un rapport qui cherche à rendre la RE 2020 plus praticable, plus réaliste, qui veut huiler les rouages sans arrêter la machine. Mais en face, une concertation qui rappelle le risque, si on huile trop, on perd l'ambition initiale. Tout est là. Comment concilier une ambition écologique forte et la réalité parfois brutale de la construction et de l'économie? Très bonne question, c'est un équilibre délicat, presque un casse-tête permanent. Et c'est sur cette question ouverte que l'on conclut notre épisode d'Urbanité verte d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous. Alors, si on résume, un rapport qui cherche à rendre la RE 2020 plus praticable, plus réaliste, qui veut huiler les rouages sans arrêter la machine. Mais en face, une concertation qui rappelle le risque, si on huile trop, on perd l'ambition initiale. Tout est là. Comment concilier une ambition écologique forte et la réalité, parfois brutale, de la construction et de l'économie? C'est en effet un équilibre délicat, presque un casse-tête permanent. Et c'est sur cette question ouverte que l'on conclut notre épisode d'Urbanité verte. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous.